Chers auditeurs de Radio Courtoisie, bonsoir, bienvenue dans ce nouveau Libre Journal de la vie française, dans lequel dorénavant j'aurai le plaisir d'être accompagné d'Alice Pérez. Bonsoir, pas Alice. Bonsoir Laurent. Alors, Alice, il me semble, une jolie femme comme vous, elle doit avoir une jolie robe, vous êtes d'accord avec moi? Oui, tout à fait. Donc pour bien commencer cette émission, il faut trouver la robe. Très bien. Je suis très Vous l'avez trouvé peut-être? Mais oui, c'est mieux que ça. Vous savez que je suis très amateur de thé. Tout à fait. Il faut que rien ne se perde. Bien sûr. Et on va lier tout ça, jolie robe, thé. Et je vous emmène dans le sud de la France, je vous emmène plus exactement dans le sud-ouest. Et nous sommes en ligne, pardon, ma chère Alice, avec Christelle. Bonsoir Christelle. Bonsoir, mes très chers. Alors, Christelle Garrigue, c'est une rencontre assez surprenante. Christelle Garrigue, figurez-vous, chers auditeurs, ma chère Alice, que j'ai eu le plaisir d'être invitée comme membre du jury de l'Occitanie Fashion Week. Alors, jusqu'à présent, vous me direz, tout est très classique, très simple. Bon, mais jusqu'à ce qu'à un moment, avec les différents membres du jury et les personnes qui m'accompagnaient, nous ayons découvert une jeune femme qui défilait avec une robe. Tout le monde a fait « waouh ». Elle était très jolie. Bon, ça c'est le premier effet « waouh ». Mais il y a un deuxième effet « waouh » avec Christelle Garrigue. Le deuxième effet « waouh », c'est « elle est très belle cette robe ». Oui, mais vous savez comment elle est faite ? C'est une robe ? Non, elle est constituée uniquement de sachets de thé. Hein ? Non. Si. Et alors, du coup, évidemment, tout le monde est allé regarder. Ah, plus près sur la robe. Et en effet, c'est une robe qui est constituée à 100% de sachets de thé. Il fallait vraiment avoir l'idée. J'ai trouvé que l'idée était complètement folle. D'abord, la robe était très belle visuellement parlant. Et après, de se dire, elle est constituée uniquement de sachets de thé. Non mais vraiment, Fallait y penser. Fallait y penser, Christelle. Je ne sais pas ce que vous buvez le soir. Je ne veux surtout pas savoir. Du thé, sans doute. Français, j'espère. Je n'aime pas le thé, mon cher Laurent. Non, c'est pas vrai. Mais C'est moi, je suis là pour ça. Je suis là pour vous permettre d'utiliser vos sachets de thé. Ah ben voilà, vous allez me faire la collecte donc de vos sachets de thé. Je vais pouvoir coudre des petits bouts de vous, mon cher Laurent. Voilà, exactement. Non mais c'est extraordinaire. Comment est-ce que vous avez eu cette idée, ma chère Christelle ? Nous allons vous présenter après, bien entendu, mais je voudrais quand même continuer sur ce côté thé parce que c'est absolument incroyable. Je crois que je suis finalement plasticienne depuis toujours et puis j'ai recyclé pratiquement toutes les matières à recycler. Ah bon, c'est incroyable. Et donc, je faisais auparavant des plumes en sachet en chambre à air. Des plumes en chambre à air ? Oui, parce que je voulais que la matière brutale devienne une légèreté avec la plume. Et puis, lors du confinement, je suis rentrée, parce que j'ai vécu 3 ans aux États-Unis, je suis rentrée des États-Unis et pendant le confinement, je me suis préparé un petit thé en pensant à ma grand-mère. Parce que pour moi, c'était une célébration et c'était une cérémonie que je voulais vivre avec elle. Mm-hmm. En infusant mon sachet, je me suis rendu compte que cette petite feuille de papier était enfermée et renfermée des petits souffles de vie que j'ai de suite libérés comme je m'étais libérée de mon masque, que j'ai libéré sur ma table. Et figurez-vous que ces petits souffles de vie se sont mis à danser sur la table. Alors, je me suis dit, ce petit morceau de papier pourrait avoir cette tendance à pouvoir être écrit sur ce papier. Mmh. Alors, j'ai écrit avec mon stylo bic, parce qu'il faut que vous sachiez que je dessine au stylo bic et je dessine à l'envers. Alors, j'ai commencé à prendre cette petite feuille de papier, toujours humidifiée, tabavé, vous voyez. Oui. Ça a imprégné le bic et petit à petit a germé dans mon esprit l'envie de faire des petites œuvres d'art avec des découpages de mots poétiques, bien sûr, puisque je suis autrice également. Et j'ai confectionné des petites œuvres d'art sur sachets de thé. Jusqu'au jour où je suis revenue de façon introspective dans mon rôle d'enfant,
de petites filles qui adoraient à l'époque un jeu qui consistait, peut-être que quelqu'un d'entre vous s'en souviendra aussi, qui consistait à habiller des poupées de carton et rendre ces habits de façon amovible. J'adorais ce jeu lorsque j'étais enfant. Et je me suis dit, eh bien, tu vas découper des petits modèles de femmes dans des magazines et tu vas les habiller de sachets de thé. Jusqu'au jour où j'en ai confectionné 250 œuvres. Ah oui, d'accord, Alors, quand même. mon mari m'a dit, mais Christelle, que vas-tu faire de tout cela? Je lui ai dit, eh bien, je vais construire une robe réelle en sachet de thé. Ne buvant pas de thé, là était le comble, j'ai dû donc ramasser, collecter, récolter des sachets de thé un peu partout. Alors ma première robe a été l'imagination de ma robe de mariée avec la petite dentelle que ma grand-mère m'avait offerte avant de mourir. J'ai donc mis cette petite dentelle, j'ai donc mis et assemblé, cousu, car j'ai acheté ma petite machine à coudre à 119 €, voyez-vous, et j'ai pris le mode d'emploi, puisque je ne suis ni couturière, ni styliste, ni designer, j'ai cousu avec mon mode d'emploi. Et figurez-vous que je n'ai jamais cassé de sachet de thé. C'est incroyable. J'ai cousu à peu près 500 sachets de thé pour en faire cette robe de mariée. Mais ça veut dire qu'ils sont remplis? Ah non, je les ai vides. Ah, vous les avez vidés? Oui, il me paraissait vidé, donc là j'étais surpris, bien sûr. Bien sûr, je les ai vides, je les déplie, je les repasse. Oui, d'accord. Oui, elle les repasse. Oui, c'est de la folie. Oui. Et je les couds. Voilà. Et je les teinte parfois au pastel de Toulouse, bien sûr. Oui. Ou avec de la teinture d'oignon. Incroyable. C'est très écolo. Oui. C'est créatif. Écologique. Complètement. Alors, et créative, bien sûr. Oui, moi je pense qu'il faut appeler le président Macron. Je crois que nous avons notre futur ministre de l'écologie. Rien ne sera perdu. Nos poubelles seront vides grâce à Christelle et nos femmes seront habillées. Exactement. Et très bien habillées, croyez-moi. Alors, ma chère Christelle Garrigue, bien entendu, nous parlons de robes. Il faut du visuel pour nos auditeurs. Donc, je vous propose de donner le nom de votre page Instagram et éventuellement des autres réseaux ou supports où nos auditeurs pourront retrouver votre jolie, très jolie robe qui a gagné donc le prix du jury à l'unanimité. Absolument. Alors, je suis Christelle Garrigue, G-A-2-R-I-G-U-E, et je suis appelée donc, pour ma marque, la Libellule de D-E à la fin. N'allez pas chercher la libellule, parce que vous ne me trouverez pas, mais mettez plutôt un D-E à la fin. La libellude. La libellude. Oui. De toute façon, Christelle Garrigue, avec un accent comme ça sonne déjà le sud, voilà, ça sent bon déjà, le romarin, etc. Donc voilà, au moins nos auditeurs se souviendront de votre nom, c'est indiscutable. Vous tapez robe thé, vous trouverez également sans problème cette fameuse robe et ces fameuses robes, parce qu'il n'y a pas que celle-là. Voilà, mais c'est absolument magnifique. Ma chère Christelle, comment est-ce que nous pouvons vous retrouver prochainement? Alors là, je suis au Salon des créateurs artisans d'art, au Mythe de Toulouse. Oui. J'ai proposé un défilé de mode de 13 de mes tenues hier soir, de mes costumes, on va dire, hier soir, qui ont fait le bonheur et le rêve des spectateurs. Alors, j'ai toujours ce regard émerveillé et contemplatif face à tout ça. Et je suis riche de cela. Voilà. Donc, les prochains événements, j'ai été choisie en tant que designer française pour représenter la France avec un designer coréen. Oh, bravo, très bien. Normalement, le 21 février, en salle Pierre Baudis de Toulouse. D'accord. Au Palais des Congrès. Eh bien, écoutez, le message est passé et j'espère que l'on vous retrouvera également sur les marches du Festival de Cannes avec votre jolie robe, comme cela a déjà été le cas. Voilà. Voilà, exactement. Et avec un prix aussi gagné en Chine, 3e prix gagné en Chine pour la route de la soie.
avec la femme innovante. Et j'ai une petite robe qui trône au musée de Xi'an en Chine. Oh, bah écoutez, pour le pays du thé, ça tombe bien. Absolument. Voilà. Nous le boivons en vrac, mon cher Laurent. Exactement, je sais bien. Alors, je ne souhaite pas un bel été, mais un bon hiver, une bonne, bonté. Bonté. Et merci pour votre gentillesse et votre bonté, absolument. On pourrait faire des tas de jeux de mots comme ça. Alors, donc, je rappelle. Pour l'éternité. Voilà, très joli. Donc, Christelle Garrigue, la libellude, avec DE à la fin. Chers auditeurs, je vous invite vivement pour le plaisir des yeux et de l'innovation. Et voilà, l'idée, il y a plein d'idées, on sent qui fourmillent dans votre tête et nous allons continuer à vous suivre avec un grand intérêt, ma chère Christelle Garrigue. Merci. Alors, très bientôt. Que je vous rajoute, parce que je suis en train de concevoir un robot qui va s'appeler Roboté, bien sûr. Oui, bien sûr. Un robot femme. Oui. Et qui va m'aider à évider et à déplier mes sachets de thé. Donc, la créativité, l'art va être couplé avec le domaine scientifique, de telle manière à pouvoir faire comprendre que le robot ne prendra pas notre âme et ni notre humanité, parce que je resterai maître de cela. Eh bien, écoutez, magnifique. C'est très joli. Voilà. Bon, écoutez, voilà. Bravo. Et nous continuerons à vous suivre avec un grand intérêt, comme je le disais tout à l'heure. Merci beaucoup, ma chère Christelle. Merci. À très bientôt. Au revoir. Merci. Merci. Et chers auditeurs, vous allez en avoir plein les yeux, vous allez vous régaler. Alors, sans transition, ma chère Alice. Mon cher Laurent. J'ai le plaisir de recevoir à ma droite. Attention, qui ça, pour nos auditeurs qui vous connaissent déjà, mon cher Maurice. Depuis des années, un petit peu plus près du micro. Voilà. Mon cher Maurice de Kervé-Noël, chers auditeurs, qui revient avec un nouveau roman. Alors, j'étais en train de passer discrètement le roman à Alice pour lui montrer le nombre. Même moi, je suis effaré. Pourtant, nous nous connaissons déjà depuis un petit moment. Je crois que nous avons parlé de tous vos romans. Je vous l'ai déjà dit, je souffre d'incontinence littéraire. Alors, 1, La femme aux yeux indigo. 2, La maîtresse du général. 3, La ferme des Engoulevents. 4, la suite numéro 2, le tome 2 de La ferme des Engoulevents. 5, Les Engoulevents, tome 3, pardon. Les Braises du souvenir. Les Braises du souvenir 2. L'honneur des Lanélec. Ah, je ne me souviens pas, l'honneur des Lanélec. Peut-être que je ne vous ai pas reçu pour celui-là. Le destin. Ah si, bon, alors ça va. Le destin des Lanélec. Le manoir des Lanélec. D'une rive à l'autre. Nous sommes déjà à 11, chers auditeurs. Les braises du passé. Entrer dans la danse. .com. D'une saison à l'autre. Orage et éclaircie, 15. Et la toge, prétexte, 16. Et nous arrivons à 17. Absolument. Mais il y en a combien par an? Un par an. Un par an, extraordinaire. Alors, mon cher Maurice, donc moi qui commence à vous connaître un petit peu, à chaque fois, il y a du Maurice, il y a complètement du Maurice de Kervé-Noël dans ses romans. Bien sûr. Voilà. Mais avant de parler de ce nouveau roman, je laisse ma chère Alice, Non. présenter Maurice. Bon, je pense que tu l'as peut-être un peu déjà fait. Non, mais vas-y. Alors, mais si tous les auditeurs le connaissent déjà. Mais non. Bon, allons-y. Alors, Maurice de Kervé-Noël, vous êtes une éminente figure du monde du luxe français. Vous avez dirigé des marques emblématiques telles que Evian, Pommery, au sein du groupe Danone. Il est toujours dans le liquide. Oui. Dans la bibine presque toute ma carrière. Voilà. Vous avez été également vice-président d'Hermès et vous présidez aujourd'hui le conseil de surveillance de Laurent Perrier. Je suis le président d'honneur. Président d'honneur. Absolument. Par la limite d'âge. De limite d'âge. Mais continue toujours à travailler, c'est ça qui est extraordinaire. Vous avez un parcours quand même assez impressionnant. Vous êtes également décoré de la Croix de la Valeur militaire et officier de la Légion d'honneur. Et il y a quelques années, vous vous êtes réinventé en romancier historique. Donc, pour vous faire une confidence, j'écris depuis l'âge de 11 ans et demi. Alors c'est ça. À 11 ans et demi, j'ai commencé un roman. Et au 3e chapitre, j'ai arrêté parce que j'étais le 4e de la famille. Et mes frères et sœurs aînés se sont tellement moqués de moi que j'ai rentré ma plume. Et vous avez arrêté jusqu'à alors j'ai une histoire un peu triste. J'ai écrit un roman, c'était en 1958.
qui a été pris par De Noël, qui était un grand éditeur de l'époque. Et in extremis, avant de paraître, ils m'ont appelé en me disant « c'est pas possible, vous avez été rattrapé par les événements », parce que ce roman portait sur le malaise de la jeunesse et le fait des événements de mai 68 a dévalé. Incroyable. Alors ma femme m'a dit maintenant arrête tes bêtises parce que je me levais à 5 heures du matin pour écrire alors que j'étais directeur adjoint des ventes de Colgate-Palmolive. Tu vas tomber malade. Et donc j'ai continué à griffonner un peu pour moi et je m'y suis remis sérieusement à la retraite. Voilà. C'est très... écoutez, grâce à Alice, je découvre encore des choses sur vous. Mais même pendant la guerre d'Algérie, je prenais des notes et j'étais dans mon douar tout en haut de mon poste et je grattais frénétiquement. C'est un vice que je traîne depuis toujours. Ok, donc ce n'est pas un basculement, voilà. Voilà, il est tombé dans la potion magique très tôt. C'est-à-dire depuis longtemps. Moi, je voudrais revenir juste un petit aparté sur votre livre de 11 ans. Est-ce que vous l'avez retrouvé? Est-ce que non. Vous... Ah, zut. Je sais le sujet. Je rétablissais la monarchie en France. C'est sympa. Allez-y, continuez. Maurice, au travail. Quel dommage, ce serait un plaisir de pouvoir le lire aujourd'hui, peut-être. Oui. Les chants désespérés sont les chants les plus beaux, comme disait le poète. Tout à fait. Oui. Alors aujourd'hui, vous publiez, vous avez un ouvrage à paraître qui s'appelle Ouria d'une rive à l'autre en janvier. Oui, qui est la suite du précédent, qui était La femme aux yeux indigo. Tout à fait. Alors, sans nous dévoiler bien sûr l'intrigue, est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots? Disons que, vous savez, un livre, ça passait toujours un peu comme la perle où il faut un petit caillou dans l'huile pour qu'il y ait une perle. On part toujours d'un événement. Et j'ai été assez frappé par l'histoire qui est arrivée à un de mes proches, un garçon très brillant, président d'une énorme affaire mondiale, très fortuné, qui envoie son fils faire des études à McGill au Canada. Et là, il rencontre une Marocaine et il l'épouse. Alors, imaginez dans une vieille famille aristocratique protestante en Suisse, ce que pouvait donner le fait qu'un garçon brillantissime, sortant d'une grande université, portant un nom à particules connu, se fiance puis épouse une maghrébine. Et ça a été un choc. Et ça s'est incroyablement bien terminé. Et je reparlais avec le père du garçon, c'est sa belle-fille préférée. Il trouve que cette femme est remarquable. Et les hasards de la vie ont fait que son fils a eu des problèmes de santé, a dû arrêter de travailler. Et c'est la femme qui est devenue une financière brillante qui fait vivre le ménage. Et donc, je me suis dit qu'au fond, je ne sais pas si vous savez, mais qu'actuellement, en enregistrement de noms de prénoms, il y a plus de prénoms arabes que de prénoms chrétiens. Oui, tout à fait. Ce qui veut donc dire que dans une génération, il y aura beaucoup. Et donc, même les vieilles familles seront probablement confrontées à ce problème. Et donc, ça m'a, j'allais dire amusé, mais intéressé d'imaginer le parcours de la belle Ouria, une Kabyle musulmane pratiquante, arrivant en France et les difficultés qu'elle a rencontrées. Alors, moi, ça me fait penser, j'ai un exemple très parlant que vous connaissez sans aucun doute, c'est la princesse Yasmine Murat. Oui, bien sûr. Voilà, une femme remarquable pour qui j'ai beaucoup d'affection et d'admiration et qui a su qu'avec un naturel incroyable, endosser complètement ce rôle avec simplicité et grandeur en même temps, parce qu'il faut quand même arriver à lier les deux. Et je lui tire mon chapeau et je la salue si par hasard elle écoute l'émission, parce que j'ai beaucoup d'admiration pour elle. Voilà. Et voilà, ils sont des personnes comme ça qui nous invitent à revoir toutes nos copies sur souvent les idées reçues, les préconçus que nous pouvons avoir. Alors, mon cher Maurice, par contre, dans votre livre, c'est moins simple que ça, parce que dans votre livre, elle garde ses idées, votre héroïne. Hein. Ses idées musulmanes, elle est assez extrême et elle ne veut pas lâcher. Elle ne veut pas lâcher, mais elle a quand même une grande rectitude morale. C'est-à-dire qu'elle ne veut pas lâcher parce qu'elle croit. Et ce qui va arranger les choses, c'est la rencontre avec une imane femme. Lorsque peu de gens savent, il y a en France 3 imanes qui sont des femmes. J'ai essayé d'en rencontrer une. J'ai appelé la Grande Mosquée de Paris. On ne m'a jamais donné ses coordonnées. Allô, ici Maurice II, Carvé Noël. Je voudrais le numéro de... oui, merci monsieur. Mais alors, tenez-vous bien. Elle est très remarquable. Elle a écrit un livre que je vous encouragerais à lire, même s'il y a des passages qui sont un peu longs, où elle explique son parcours et puis elle analyse l'évolution de l'islam depuis le prophète à aujourd'hui.
C'est un islam très libéral où il explique donc que le prophète n'avait jamais exigé le voile, mais simplement une tenue décente des femmes, enfin, etc. Et donc, au travers de cette imam très ouverte, qui d'ailleurs a organisé, alors sa mosquée est en banlieue, je crois qu'elle est dans un garage, elle a organisé une rencontre avec une femme rabbin et une femme pasteur, et les 3 femmes ont dialogué ensemble pour montrer qu'elles pratiquaient le même Dieu et malheureusement les catholiques, comme il n'y a pas de femmes prêtres, Ils n'ont pas pu être invités. ils qu'on n'ont vienne. pas été invités. Vous auriez pu inviter une religieuse. C'est pas moi, c'est elle. Bien sûr, je sais bien. Oui, mais Bon. enfin, elle n'est pas ministre du culte, les religieuses. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Alors, mon cher Maurice, donc, cette femme d'une grande rectitude, est-ce que quelque part vous l'avez rencontrée? Parce que je sais que dans tous vos romans, il y a toujours énormément de parties très personnelles. Disons d'abord, vous savez que j'ai été élevé au Maroc, Oui, que j'ai été élevé par un musulman. Mon père était officier de marine pendant la guerre, commandait une escadrille de sous-marins. Et quand il est parti en opération, il a appelé notre cuisinier Mohamed et il a dit « Mohamed, je te confie la femme et les enfants ». Alors Mohamed avait une poigne de fer. Et je me rappelle un jour, à 8 ans, j'avais fait une cabane dans un parc public dans des glaïeuls. Je l'entends encore, quand il parlait de mon père, il disait le commandant. Le commandant, il fait la guerre, et toi, tu fais les conneries. Ah, Et aujourd'hui, quand je fais une connerie, j'entends encore Mohamed qui me dit... Donc très tôt, j'ai été mêlé à l'islam, domestique, avec qui je m'entendais très bien. Ensuite, j'ai fait la guerre d'Algérie, et j'ai eu la chance de pouvoir ramener 45 musulmans pour leur éviter d'être égorgés, qu'on a hébergés chez mon beau-frère. Et je suis resté d'une certaine façon lié avec eux. Et notamment avec des femmes musulmanes tout à fait remarquables, qui ont créé des entreprises et qui ont... ce qui montre bien d'ailleurs que le problème de l'intégration, c'est un problème de mauvaise gestion des pouvoirs publics, parce que quand vous prenez des Arabes, que ce soit des Arabes ou des Kabyles, et que vous leur donniez un appartement et un emploi, ils s'intègrent totalement. Il n'y a aucun problème religieux, parce que la plupart des problèmes, c'est une instrumentalisation politique de l'islam. Et le musulman de base, il est pratiquant et c'est son problème. Tout à fait. ma chère Alice, donc ce roman, qui est le énième roman de notre cher Maurice, Maurice donc a une spécificité, c'est que il y a, je le disais il y a quelques secondes, c'est de toujours aller prendre quelque chose qu'il a pleinement vécu. Voilà. Alors, vous nous avez parlé certes du Maroc, ça n'est pas l'Algérie. La situation, elle est quand même bigrement différente. Et on le voit aujourd'hui en plus. C'est vraiment pleinement d'actualité. C'était le tome précédent. Oui. C'est-à-dire que dans le tome précédent, on voit très bien la répression en Algérie, la difficulté. L'héroïne Nouria appartient à une famille kabyle et elle avait un petit peu aidé son père à militer pour l'autonomie, même pas l'indépendance. Et elle a été obligée son copain, Antoine, a été obligé, en prenant des risques énormes, de l'exfiltrer vers la Tunisie, parce qu'elle risquait 10 ans de prison, comme Boualem ou comme le malheureux journaliste actuel. Oui, mais alors justement, ma question, elle est là. C'est que généralement, vous prenez quelque chose que vous avez vécu. Mais là, finalement, est-ce que ce n'est pas l'actualité qui vous a rattrapé, qui vous a incité à prendre l'Algérie? Non, je veux dire que j'ai rencontré au cours d'un dîner un haut fonctionnaire français, mais européen, Oui. qui avait été en poste longtemps en Algérie, et c'est en discutant avec lui et en actualisant mes souvenirs que je me suis dit, au fond, ce serait intéressant de faire un roman d'actualité, à la fois en m'inspirant de ce garçon que j'avais connu et de cette femme musulmane très brillante, et de la situation difficile qu'il y a actuellement en Algérie. Oui, donc finalement, c'est à la fois votre passé et l'actualité qui se sont rejoints et qui ont permis la création de ce livre. À chaque fois, c'est toujours un aristocrate. Pas toujours, souvent. 90% de vos livres. Hein. Je vous en laisse le jugement. Pourquoi? Parce que c'est le milieu dans lequel j'ai été élevé. Ah bon? Ça alors? Vous savez, je sors de Hobro-Breton, du bout du Finistère, et c'était une éducation très prégnante. J'ai mis longtemps, heureusement que j'ai été élevé au Maroc, parce que ça a élargi mes horizons familiaux qui étaient quand même très, 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 très traditionnels, si je puis dire. Oui. Et alors, justement, est-ce que... J'ai connu enfant, oui. mes parents, ne souhaitant pas voir un certain nombre de familles en Bretagne,
qui avait racheté des biens nationaux après la Révolution. Ah bah oui, j'ai connu aussi, bien sûr, tout à fait. Alice, n'hésitez pas à m'interrompre Bien à tout sûr, bien moment sûr, bien quand sûr. vous le souhaitez. Je vous ai interrompu dans la présentation de notre cher Maurice. Vous Non, 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 vouliez pas du encore tout. dire quelque chose? J'étais venue au bout de ma présentation. Tout est Parfait. parfait. Alors, moi, je voudrais continuer sur cette histoire d'aristocratie, mon cher Maurice. Est-ce que vous ne prenez pas à chaque fois un personnage issu de l'aristocratie pour montrer le contraste qu'il peut y avoir entre cette éducation traditionnelle parfois et le Absolument. monde actuel? C'est basiquement ça. Oui, C'est basiquement ça. Et dans le cas de, vous citez de ce proche, oui, c'était particulièrement vrai. Je veux dire qu'il aurait appartenu à un milieu plus simple, ça aurait été probablement moins difficile. Alors que oui. là, il incarnait un milieu avec une famille très ancienne, une tradition, des principes religieux très rigides, d'autant qu'il était protestant, donc c'était encore plus fortement marqué. Oui. Et Ah, vous pensez que les protestants sont plus rigides que les catholiques à ce niveau-là? alors je suis prudent parce que ma femme est protestante. Mais je sais, c'est pour ça que je vous pose la question. C'est un peu de la provocation de ma part, mon cher Maurice. Je pense Alors je pense qu'à leur façon, ils sont quand même très arc-boutés sur leurs principes, et spécialement ce qu'on appelle la HSP à laquelle appartient ma femme, Oui, la Haute Société protestante. Elle est quand même très consciente de ses vertus et assez critique des faiblesses des autres. d'accord. Ils sont plus durs que nous. C'est un mélange. Ils sont à la fois plus libéraux Oui, dans bien sûr. l'approche, Oui, mais en même temps très, très convaincus de la force de leurs opinions. bien sûr, absolument. Oui, donc un aristocrate protestant, il n'y en a pas beaucoup. Si, il y en a quand même Si, quelques-uns, beaucoup. mais j'en connais pas énormément, moi, personnellement. Moi, j'ai vécu en Alsace, il y en a beaucoup en Alsace. Ah oui, en Alsace, oui. Alors, pourquoi votre tome, donc ça c'est le tome 2, est-ce qu'il y aura un tome 3? Non. Tout se finit là. J'en ai écrit un autre qui est prêt. Non, c'est pas vrai. La vache. 18 Pour 2027, alors. pour 2026 ou 2027? Oui, votre prochain. 2027. Ah, Un par an. il est déjà écrit? Alors, Et il ne sortira écrit qu'en et 2027. Il est à la correction. Waouh. Et allez, vous nous un petit avant-goût? Alors, c'est une histoire c'est très différente. C'est l'histoire d'un ancêtre de ma femme. C'était une famille qui a immigré à la révocation des dix Nantes du Béarn. Ouais. Et le rejeton de la famille se retrouve en Hollande. Il le renvoie en France, se former à 13 ans. À quelle époque? Nous sommes dans... Fin 19e, fin 18e, début 19e. D'accord. Donc il est envoyé en 1893 en France. Ah oui, donc, waouh. Et donc il va traverser la période de la Révolution? Oui, mais Pauvre homme. comme beaucoup de protestants, sans trop de problèmes. Ouais. Et il rentre en Hollande à 20 ans. Il épouse les idées nouvelles ou pas? Il épouse le côté liberté. Il est horriblement choqué de la violence, le tour de violence que prend la Révolution. Oui. Et par contre, tout ce qui est liberté, modernisation de la société lui paraît au début très attirant. Oui, comme beaucoup de familles aristocratiques, dont celle de Charette, hein, Bien d'ailleurs. sûr, oui. Il faut le rappeler. Alors il rentre en Hollande et c'est incroyable, il rentre dans la première banque hollandaise, s'appelle la Banque Roop, à 20 ans. Et à 22 ans, il devient ce qu'on appelle aujourd'hui le CEO de la banque, 22 ans. Alors, c'est une situation absolument étonnante. Et donc, ses actionnaires le trouvent tellement brillant qu'il l'envoie en Angleterre négocier avec Lord Baring, qui est la plus grande, Waouh, bien sûr. grande banque anglaise. Oui. Et là, il séduit Dorothée Baring, la fille du Lord. Il séduit au sens noble du terme. Et il va trouver le Lord en demandant d'épouser sa fille. Et là, le Lord le rit, mais il me dit, mon pauvre monsieur, mon pauvre ami, vous êtes un beurre, un émigré français, vous n'avez pas un sou. Et il dit, oui, mais si j'étais associé de la Banque Hope, ah monsieur, ça pourrait être différent. Il rentre en Hollande et il demande à devenir associé. On lui dit, écoutez, vous êtes déjà CEO. Ah oui, mais si j'étais fiancé avec... Oui, d'accord, Baring, ok, d'accord. ça pourrait être différent. Ça pourrait être différent, d'accord. Il épouse Dorothée Baring. Oui. Et avec son beau-frère Alexander Baring, il crée la plus grande banque européenne. Enfin, elle regarde les deux banques séparées, mais le plus grand ensemble bancaire. Il devient le banquier personnel de Talleyrand. Il finance Jefferson. Extraordinaire. Oui, Mais vous allez voir. je vous arrête 2 secondes. Tout ça, c'est vrai ou c'est vous Ah, qui mais l'avez créé? Totalement vrai. Ah, mais ça valait un roman, bien sûr. J'ai tous les papiers. Extraordinaire. Alors, continuez. Donc, il devient... Alors, il finance Jefferson aux États-Unis pour racheter la Louisiane. Napoléon lui demande en 1810
de négocier une paix séparée avec les Anglais, et là, ça se passe mal. Il a une violente engueulade avec Napoléon. Tout le monde lui dit n'y allez pas, l'ogre. Mais il dit je vais défendre mon honneur, et il va aux Tuileries et il convainc Napoléon qu'il a été loyal, mais que ça n'était pas jouable. Ouais. Louis XVIII revient, il finance le retour des Bourbons. Oui. Et Il est aux côtés de Talleyrand, quoi, en gros. toujours, Oui, alors il bien est sûr. très lié avec Talleyrand. Ouais. On a des lettres, ma belle famille ont des lettres de Talleyrand qui s'amusait toujours à lui écrire en français, mais il commençait toujours, parce qu'il s'appelait comme ma femme Labouchère, dire Labouchère. Ah oui, évidemment, ça fait très français. Et il l'invitait Ouais. ensuite à des week-ends à Valençay. Magnifique. Et son fils est anobli, il devient Lord Taunton, Uh-huh. et devient vice-ministre de l'Admirauté et ministre des colonies. Et donc c'est un destin absolument incroyable. Alors, ministre des colonies et de l'amirauté en France? En Non. Angleterre. En Angleterre, oui, en Angleterre, oui, ils sont d'accord. complètement Oui, anglais. oui, oui. Et son petit-fils, alors il s'appelait Labouchère, surnommé en Angleterre Labby, devient un des plus grands journalistes anglais, ayant créé un journal qui s'appelle The Truth, opposant de Victoria qui disait cette peste de Labouchère. Elle finit par il se fait enfermer en 1870 au moment du siège de Paris comme correspondant de guerre, et il finit par être envoyé en Australie par la reine Wow. Victoria qu'il ne supporte plus, et il y a un mont Labouchère en Australie. Extraordinaire. Rocambolesque comme Ah, c'est histoire. incroyable. Incroyable. Vous savez, moi j'ai toujours dit qu'il valait mieux vivre dans des époques troublées, il vaut mieux vivre sous la Révolution que sous Louis-Philippe. Les possibilités d'accès et de développement sont meilleures. Sont bien, bien plus importantes, en effet. J'avoue que c'est très impressionnant, cette vie. Mais alors, du coup, vous n'avez même pas besoin d'écrire un roman cette fois-ci, il suffit d'écrire sa vie. Oui, bon, Ça va être une autobiographie, ça va être quoi, là? Non, Enfin, j'en autobiographie, fais un une roman biographie, historique. pardon. Vous en faites un roman historique, parce que oui. Je crée quand même 2-3 personnages pour animer. Oui, d'accord. Mais sinon, la base, je veux dire, va être complètement la base est reprise. totalement Et, historique. oui, déjà faite. Le chef de ma belle famille, parce qu'il y a une branche anglaise, une branche hollandaise Oui. et la branche française. Et le chef de famille est en Hollande, et je l'ai vu, il m'a donné tous les papiers de famille, donc j'ai... Oh, c'est excellent, ça. Vous Oui, avez oui. dû vous amuser. Oui, énormément. Oui. Mais bon, aussi à arriver à déchiffrer les choses, ce qui n'est pas forcément toujours Non, évident. tout était en anglais. Ah oui. Non. Oui, mais dans une plume que l'on arrive à lire. Pas besoin d'une personne de... Non, il avait tout tapé à la machine. Ah oui, Oui, extraordinaire. D'accord. Oui. C'est génial, c'est magnifique comme histoire. Et Non, donc... Et j'ai quelques autres projets après. Donc, Ah bon? si Dieu me prête vie, comme disait mon père. Ouais. Mais alors, est-ce que ce sont toujours des personnages familiaux ou les autres? Non, pas du Les tout. autres idées? Non, les autres, je change. Ah d'accord. Cette histoire m'a beaucoup amusé et intéressé, si vous voulez. Ouais. Mais moi, il y avait un roman aussi que j'avais trouvé assez amusant dans cet esprit-là. C'est celui de votre, j'allais dire, prédécesseuse, on pourrait, si j'invente un mot, de votre propriété. Ah oui, la maîtresse du général. Ben oui, Oui. ouais, la maîtresse du général, Alors ça là, aussi c'était cocasse. Pareil, c'était une histoire, c'était un roman qui était déjà écrit, je dirais pratiquement. Il y a eu 7 livres qui avaient été écrits. Oui, Moi, j'ai écrit, qui ont tous été à charge. Moi, j'ai écrit un roman à décharge. je me souviens. Parce que Je me suis dit, il est quand même sacrément culotté de... je trouvais que c'était une femme exceptionnelle. Ouais. Elle a réussi à sauver son manoir, sa vie, son fils. Mais de quelle façon, mon cher Au prix de Maurice? quelques turpitudes. Oh, c'est le moins que l'on puisse dire. Ouais. C'est le moins qu'on puisse dire. Et quand une femme est belle, on est prêt à lui pardonner beaucoup de faiblesses. Bon, c'est ce qui s'est passé. Vous parliez de l'empereur Napoléon Bonaparte, c'est ce qui Oui. s'est passé. Hein. Oui. Voilà. Il a pardonné beaucoup à Joséphine. Et mon héroïne, de la maîtresse du général, Oui. quand à la fin de la Révolution et à la Restauration, toute la Bretagne se frottait les mains en disant « la petite Louise va payer », elle s'est jetée aux pieds de Louis XVIII en allant aux Tuileries, et comme elle était ravissante, le roi était attendri, et il a même filé une promotion à son mari. Extraordinaire, incroyable. C'est une femme pleine de ressources, comme je les aime. Alice, vous avez compris, il faut profiter de votre beauté pour... Voilà. Oui. Hein, voilà. Surtout que ça passe sur madame. Oui, voilà, ça Il fane. suffit d'un sourire auprès d'un homme et ça y est, Voilà. tout est pardonné. Souvent d'ailleurs, les femmes en abusent. Hein. Il suffit d'un sourire et voilà, et nous pardonnons Oh, tout. cher Laurent. Voilà. Alors, je voudrais que l'on revienne sur ce roman. Mais vous m'impressionnez, mon cher Maurice. J'ai beau vous connaître, hein, J'adore. j'en découvre encore. Hein, j'en découvre encore sur vous. Je voudrais que l'on revienne sur cette femme kabyle. Est-ce que, justement, le fait d'avoir écrit ces livres vous a engendré un certain nombre de courriers de lecteurs ou Non. de personnes? Non. Personne J'ai vous eu a... une lettre désagréable d'un Ah, ah. Algérien Oui,
Mais disons que je n'avais rien compris au régime actuel, etc. Bon, je n'ai pas donné suite, mais j'ai eu par contre beaucoup de félicitations orales d'amis, de réactions spontanées, ou de lecteurs. Parce qu'en plus, j'allais dire, vous complexifiez la chose pour vous en mettant non pas une Algérienne type, je dirais, mais en prenant une Kabyle, ce qui est Oui, quand parce même que ça un m'avait peuple beaucoup frappé. particulier. Oui, Quand, je vous laisse en parler. quand je suis parti faire mon service militaire, à la suite de quelques avatars militaires, j'avais été viré de la PMS, et donc je me suis engagé comme simple seconde classe. Préparation militaire supérieure pour nos Voilà. auditeurs. Voilà. Et j'ai donc fait 4 mois de maintien de l'ordre à Alger, et puis c'est là où on m'a renvoyé faire Saumur, et je suis sorti sous-lieutenant, etc. Et donc j'ai fait beaucoup de maintien de l'ordre à Alger, ce qui fait que j'ai énormément de respect pour les CRS et les gens qui font le maintien de l'ordre aujourd'hui, parce que je sais ce que c'est. Moi, j'ai connu me trouver en première ligne, la crosse en avant, face à des populations d'Arabes hurlants, et qui avaient des bâtons, et au bout, il y avait des lames de rasoir. Et il fallait avancer comme ça. Donc je trouve que le sang-froid dans ces manifestations, le sang-froid qu'ont les CRS, vous savez, quand vous avez une foule hurlante devant vous, vous n'avez qu'une envie, c'est de taper dans le tas et de libérer votre agressivité. Donc j'ai fait beaucoup de maintien de l'ordre à Alger et j'ai vu beaucoup de Kabyles. Et ça me frappait toujours de voir des femmes qui avaient très souvent des yeux bleus, des cheveux roux au burn. Et ce sont des populations, je dirais, pas du tout arabes. Enfin, ils ont été islamisés de force. Il y a eu une résistance, elle s'appelle Kaïma, qui est une héroïne, une espèce de Jeanne d'Arc qui s'est battue pendant longtemps pour maintenir l'indépendance. Et c'est une des angoisses du gouvernement actuel, c'est la volonté d'indépendance des Kabyles. Justement, et vous avez cherché à parler de, voilà, pris une héroïne qui est une Kabyle. Oui, absolument. J'ai trouvé que c'était plus intéressant que de prendre une Algérienne lambda. Oui, lui donner un peu plus de personnalité. Oui, et puis je voulais qu'il y ait quand même un roman. Et donc, à partir du moment où elle faisait de la politique, elle était pourchassée par la sûreté algérienne. Il fallait l'exfiltrer, enfin, etc. Oui. Et est-ce que, si je peux me permettre, oui. Puisqu'on est sur ce sujet, au regard de toute votre expérience en Algérie et votre connaissance de ce monde-là, quel regard vous portez aujourd'hui quant aux tensions qu'il y a entre la France et l'Algérie et qu'est-ce que vous imaginez comme voie de réconciliation, s'il peut y en avoir une Moi, si vous voulez, pour moi, l'Algérie, c'est un adolescent boutonneux qui continue indéfiniment à cracher sur ses parents, au lieu d'assumer ce qu'il est. Et en plus, c'est un régime où il y a de la corruption, le pouvoir est pris par le parti et quelques généraux, et c'est très triste, hein, parce que c'est un pays... Moi, je rencontre beaucoup d'Algériens, je ne dirais pas que je parle arabe, mais enfin, je sais quelques mots, dès que je suis avec un chauffeur de taxi arabe, je discute, et c'est un pays intelligent, il y a une main-d'œuvre, ils ont des ressources, ça devrait être le plus beau pays de la Méditerranée. C'est navrant. Et donc, moi je ne vois pas beaucoup de lignes de possibilités de raccord tant qu'il y aura ce type de régime. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la Méditerranée, enfin, je vous donne mon point de vue, est vécue par les gens comme une mer de soleil, le club Méditerranée et autres. Or, c'est une mer cruelle. Si vous regardez autour, la Méditerranée a engendré, depuis les Carthaginois, et jusqu'aujourd'hui encore, regardez Israël à Gaza, regardez les massacres à droite et à gauche, c'est tout à fait étonnant. Enfin, les pays méditerranéens sont des pays violents. Comment est-ce que vous expliquez ça, justement? Est-ce que c'est le climat? Est-ce que c'est la chaleur? J'en sais rien, mais enfin, il y a une hérédité incroyable de violence tout autour. Et avec ça, ce sont des pays fédérateurs, comme l'Italie l'a été. Oui. Bon, comme envahisseurs aussi, hein, vous me direz. Voilà. Tous finalement ont été des envahisseurs, que ce soit les Italiens, que ce soit les Algériens, que ce soit... oui. tous. Oui. Et tous les ont eu des Espagnols. régimes compliqués. Rappelez-vous la Grèce des colonels. Exactement, oui, absolument. Chypre qui très déchirait. Oui. Moi, j'ai été très tôt en Israël. Hein. Quand j'étais à HEC, j'avais une bourse du gouvernement pour étudier les kibboutz. Donc, j'ai connu Israël tout au début. Moi, ça m'était paru évident
que quand on voyait ce qu'on appelle les sabras, c'est-à-dire les jeunes juifs, qui est l'équivalent des pieds noirs, qui étaient nés sur place, qui avaient une haine de l'arabe, etc., qui rêvaient tous de Eretz Israël, c'est évident que ça se passerait mal et qu'ils feraient tout pour chasser les Arabes. Et ce qui se passe en Cisjordanie est affreux. Enfin, Mon cher Maurice, pour revenir sur votre livre, qu'est-ce que vous pouvez nous raconter sans divulguer véritablement ce dernier roman? Je dirais qu'il y a quand même deux personnalités de base. Il y a Ouria, Oui, Abel Kabil, mais il y a aussi Antoine. oui, Antoine qui est un jeune qui peut me faire penser à beaucoup d'HSC que j'ai connus oui, proches, oui. et donc qui, en dehors d'aimer sa Kabyle, il se rend bien compte que c'est difficile. Et à un moment donné, il est quand même assez tenté de retrouver son ancienne copine, de coucher avec elle et de se dire que ce serait quand même plus simple vis-à-vis de sa famille, son milieu. Son ancienne copine, la famille a beaucoup d'argent et il a un avenir tout tracé. Et je pense que les conflits, le conflit intérieur que vit Antoine est aussi... il y a les problèmes de la Kabyle, mais il y a aussi les problèmes du garçon. Parce que quand on appartient à une famille ancienne, importante, qu'on a un grand-père qui a eu des responsabilités hautes, se fiancer et se marier avec une Kabyle qu'il a mis enceinte, c'est quand même quelque chose qui n'est pas évident dans son milieu. Et donc, Alors, maintenant, moi j'ai une question après avoir dit ça. Jusqu'à quel âge avez-vous grandi en Afrique du Nord? jusqu'à l'âge de 10 ans. Ah, d'accord. Donc, il n'y a pas eu d'amoureuse Kabyle. kabyle, que ça soit ici ou là-bas. Non, Bon. Même quand vous étiez petit, il n'y avait pas une jeune fille que vous trouviez magnifique et que vous admiriez et qui vous a servi dans votre roman à l'agrandir, bien sûr. j'ai toujours beaucoup aimé les femmes, mais Oui, je me suis bien gardé de leur faire des enfants hors mariage. voilà, c'est habile. Absolument. Et alors, donc, du coup, oui, vous, finalement, ce qui vous plaît dans tous vos romans, à chaque fois, c'est le côté, je dirais presque conflictuel. Oui, ce qui est intéressant dans la vie, c'est le rapport entre deux fortes personnalités, enfin, des fortes personnalités et comment elles règlent leurs problèmes. Est-ce que ça, c'est pas le côté chef d'entreprise, justement, qui est habitué à gérer des conflits, qui, du coup, les glisse dans ses bouquins? Je ne sais pas, je vous en laisse. Euh, Mais dans l'entreprise, j'ai été plutôt un homme de consensus qu'un homme de... Oui, ben justement, vous gérez, vous Oui, créez oui, le consensus, mais oui, au départ, il faut partir d'une problématique. Alors, je vais vous faire une confidence épouvantable. Ah, allez-y, j'adore. Si on parle du monde du business, sans le vouloir, j'ai été le père des 35 heures. Ah bon? Il se trouve que... On va pas sortir vivant de la radio, mon cher Maurice. Il se trouve que j'étais à l'époque président de Cronenbourg, Oui. avant de devenir DG du groupe Danone. Oui, Et l'Alsace était encore régie par la loi allemande, ce qui fait que j'avais un outil industriel que je ne pouvais pas faire tourner le samedi et le dimanche. Et la bière, ce n'est pas une industrie de main-d'œuvre. La main-d'œuvre coûte à peine 10% des coûts. Et donc, j'ai négocié longtemps, et j'y suis arrivé, avec mon personnel, d'obtenir que je puisse faire tourner mon outil, parce que c'est de l'industrie lourde, donc c'était des milliards de francs d'économiser. Et en échange, je leur donnais le vendredi après-midi. Et comme c'était tous, ou la plupart des ouvriers paysans, ils pouvaient s'occuper de leurs vignes. On arrive à un accord formidable. Là-dessus arrive mai 81, et Delors vient visiter Cronenbourg. On lui avait dit que c'est une entreprise exceptionnelle. Il visite Cronenbourg. Moi, j'ai toujours eu des rapports très faciles avec les syndicats, et donc je l'accueille avec un groupe où il y avait le comité de direction et les syndicats. Et fin de la journée, on se retrouve en salle de réunion, et il me dit, Monsieur de Kervé-Noël, Cronenbourg est pour moi l'entreprise parfaite. Cet accord entre la direction et les syndicats est remarquable. Je dis, Monsieur le ministre, faites attention, on est quand même en Alsace, pays de la cogestion et autres. Et votre système de 35 heures, je trouve ça remarquable. Je lui dis, Monsieur le ministre, là aussi, faites attention. Ça m'a fait d'énormes économies d'investissement, et moi, ça ne me coûte rien. Ça ne me coûte rien parce que mes frais de manœuvre sont très faibles. Ça n'est pas extensible à d'autres secteurs. Et c'est sorti. Et je connaissais très bien Martine Aubry, qui était une amie. J'ai été la voir.
quand elle a commencé à vouloir étendre ça aux hôpitaux, aux agences de pub, je lui ai dit, Martine, c'est une folie. Ça ne peut fonctionner que pour des grands groupes et quand ils ont des frais de personnel faibles. Il n'y a rien eu à faire. Et donc, je suis, sans le vouloir, à l'origine des 35 heures. Source Incroyable. d'inspiration. Voilà, ça vient Ça de... pourrait faire un roman. Absolument. Voilà un nouveau roman. Bravo Alice, On en a absolument. combien? Voilà, Alice a On a raison. une longue liste. Voilà. Alors, je vous propose c'est que l'on marque une petite pause et que l'on se retrouve après un court bobino. À tout de suite. Merci. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance. Chers auditeurs de Radio Courtoisie, bonjour à ceux qui... Enfin, je salue tous ceux qui viennent de nous rejoindre, ou plus exactement, bonsoir à cette heure-ci. J'ai toujours le plaisir d'être accompagné d'Alice. Ma chère Alice, tout va bien jusqu'à Tout va présent? très bien, merci Laurent pour Maurice l'accueil. ne vous perturbe pas trop, ça va? Non, il est charmant, Ah bon, chouette. évidemment. Bon, alors on le garde. On vous garde encore un petit peu, J'ai Maurice. toujours été courtois avec les dames. Non, mais je sais bien. Voilà. Et alors, vous posiez la question du petit cochon. Le petit cochon, il est là pour, dès qu'il y a un anglicisme, il faut mettre une pièce dedans. Ah bon? Do you want? My name is Maurice. Voilà, exactement. Alors, mon cher Maurice, nous avons eu affaire à l'écrivain. Ah. Maintenant, j'aimerais bien qu'on ait affaire à l'homme d'affaires. Je suis un ex-homme d'affaires. J'ai gardé quelques conseils et activités. Mais Oui, et vous continuez toujours à conseiller. je continue. Continuez toujours le conseil. Oui. Alors, mon cher Maurice, vous avez dirigé, nous l'avons dit, un certain nombre d'entreprises et notamment d'entreprises liées au luxe. Aujourd'hui, nous avons une problématique par rapport au luxe et qui est de voir des entreprises comme le groupe LVMH qui se portent moins bien qu'avant, mais on ne sait pas trop vers où ils vont. Kering qui va très mal. Et parallèlement, une entreprise que vous avez dirigée, Hermès, qui va très bien. Je rappelle que l'année dernière, pour Noël, ils ont donné pour la prime de fin d'année une prime de 2 500 € à chacun de leurs salariés du monde entier. Je ne sais pas si vous avez vu vos derniers résultats, ils sont encore à plus 8%. Extraordinaire. Mais alors justement, comment est-ce que vous expliquez cette différence entre Hermès, qui a une façon de travailler, j'aimerais que vous nous parliez, sans nous divulguer évidemment des secrets, mais comment fonctionne le groupe Hermès? Ils ne vendent pas, on n'a pas de queue devant les boutiques, alors qu'il y a toujours la queue pourtant devant le Vuitton. Ça arrive quand même qu'il y ait la queue chez Oh, Hermès. c'est plus rare. Alors, si vous voulez, moi, mon aventure Hermès, elle a commencé en 1985. J'étais DG de Danone, coup de téléphone, ici Jean-Louis Dumas, le gérant d'Hermès. Moi, je croyais que c'était un copain qui me faisait une blague, et je réponds, ici Jean-Paul II, pape. Mais vous le connaissiez, vous aviez été en contact avec eux? Je ne l'avais jamais vu. Et alors, une fois que j'ai vérifié que c'était bien lui, il me dit, j'ai beaucoup entendu, alors je vais être probablement un peu immodeste et je vous prie de m'en excuser, il me dit, j'ai beaucoup entendu parler de vous et j'aimerais prendre un petit déjeuner avec vous. Mhm. Alors je lui dis, écoutez, avec joie. Et donc, je me retrouve au Faubourg Saint-Honoré, je ne sais pas si tout en haut, vous avez peut-être vu, il y a un cheval, c'est moi qui l'avais mis en place par la Oui. suite. Oui. Ah, c'est vous qui l'avez Oui. mis en place? Il y a un petit jardin très joli avec des roses et puis une salle de réunion. Et là, on prend un petit déjeuner ensemble et il me dit, j'aimerais beaucoup que vous rentriez au Conseil des parfums parce que c'est à la limite de la grande conso, vous êtes un grand spécialiste. Donc, avec l'accord d'Antoine Riboud, j'accepte. 6 mois après, la famille me demande d'entrer au conseil de tout le groupe et je deviens le premier administrateur indépendant. Et Jean-Louis Dumas me prend comme son conseiller personnel. Donc j'ai conseillé Jean-Louis de 1985 à 2000. Extraordinaire. Et alors je reviendrai sur cette phase parce que c'est vraiment la phase fondatrice. Et puis je prends ma retraite de Danone, je crée un cabinet parce que je voulais continuer à travailler. Je décroche déjà 1 ou 2 gros clients, dont M. Rocher lui-même à titre de conseiller personnel, Yves Rocher. Et la famille m'appelle en me disant « Jean-Louis est malade, tu nous rendrais un service immense en venant, est-ce que tu peux venir 2-3 mois tenir le fort ?» Alors, c'était difficile de refuser parce que j'aimais beaucoup cette entreprise, j'accepte. Et en fait, les 2-3 mois ont duré 2 ans et demi ou 3 ans. Waouh. Parce que Jean-Louis est tombé malade et il n'est pas revenu et il est mort. Mais, et donc, oui. à ce moment-là, j'ai donc... Alors, ce que je voudrais vous dire, c'est que quand je suis démarré le conseil, d'abord des parfums et ensuite de tout le groupe,
j'étais aux côtés de Jean-Louis Dumas, qui était le PDG d'une affaire. Alors, il était gérant, son titre juridique. Il était le gérant d'une affaire traditionnelle familiale qui faisait 800 personnes. Aujourd'hui, ils sont 15 000. Et donc, c'est à partir de cette époque qu'ont été bâtis les fondements de ce qu'a été l'aventure Hermès. Et quand moi j'ai quitté au bout de 3 ans et que j'ai repassé le pouvoir à Patrick Thomas, que j'avais fait venir à l'époque dans le groupe Hermès, je lui ai laissé une note de 30 pages et Patrick a eu la grande élégance de me dire, une fois par mois ou une fois par trimestre, j'ouvre le tiroir de droite où il y a ta note et je vérifie que je reste dans la ligne du parti. Oh, joli. Bon. Alors, je ne dirais pas que c'est moi, je dirais que c'est basiquement Jean-Louis Dumas, mais ça a été un peu la rencontre de deux approches. C'est-à-dire, lui, un sens... Une des grandes forces d'Hermès, c'est que dès l'enfance, il tombe dans la potion magique. C'est-à-dire que, par exemple, aux inaugurations de magasins, vous avez des petits mouille-tapis, des gosses qui courent de partout, et ils sont élevés. Et c'est très important, parce que quand vous dirigez Hermès, à part les parfums, il n'y a pas de marketing. Et vous vous dites, ça c'est Hermès, ça c'est pas Hermès. Et il n'y a pas de règle, vous voyez ce que je veux dire. Parce que Jean-Louis Dumas disait toujours, les études, c'est le rétroviseur. Les gens vous recrachent les choses, mais ils ne sont pas... Puis il y avait un deuxième mot-clé pour nous, qui était le mot juste. Un article est juste ou il n'est pas juste. Et pour nous, il était juste quand il était à la fois dans le coup et intemporel. Et qu'il n'était pas vulgaire. Pour vous donner un exemple, moi je me suis battu indéfiniment, ils ont un petit peu cédé depuis, mais pas trop. Alors je vais peut-être choquer certains de vos auditeurs, il y a une ceinture avec un gros H. Moi j'ai toujours trouvé ça très vulgaire, mais on fait beaucoup d'argent avec ça, parce que les Émirats arabes, les apparatchiks russes, etc., trouvent ça formidable. Et moi j'interdisais qu'on développe. Je disais, si c'est des Arabes importants, qu'on ne veut pas les vexer et autres, et surtout pas mettre en avant, parce que ce n'est pas un produit qui est juste, vous voyez. Et quand Bernard Arnault a voulu faire son raid sur Hermès, il a dit à la famille, mais moi je prends votre affaire et je vais lui faire cracher beaucoup plus d'argent. Et j'ai immédiatement dit à la famille, ça montre bien qu'il n'a rien compris. Bien sûr qu'on peut faire beaucoup plus d'argent. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de tracer un sillon en étant sûr que ce qu'on fait reste toujours juste. Et donc, ce que je trouve extrêmement bien, c'est moi qui ai choisi Axel Dumas, le gérant actuel. Et Axel, il continue à appliquer avec créativité, mais il continue à appliquer cette politique de faire une croissance régulière, d'avoir le prix juste, etc. Alors, justement, vous avez parlé d'Hermès et vous avez commencé par les parfums. Après, c'est vous qui avez réussi à rassembler les deux, puisque les deux étaient des entreprises complètement séparées. C'est compliqué. Quand je suis arrivé, alors la charité chrétienne m'interdit de donner des noms, mais Jean-Louis Dumas avait tendance à mettre à la tête des parfums des copains, et qui n'étaient pas des gens du métier. Et quand il m'a demandé, alors à un moment donné, il m'a demandé, en plus de mes activités, j'étais toujours encore chez Danone et en pleine activité, il m'a demandé de prendre la présidence des parfums. Et moi, j'ai posé comme condition, si je prends ça, moi je veux qu'on travaille de façon pro. Donc j'ai pris un chasseur de tête, j'ai eu une chance incroyable parce que j'avais sélectionné une fille très très bien, elle était même venue négocier avec moi au bord de ma piscine en Bretagne. In extremis, elle m'avait dit non, j'étais très dépité. Et 2 mois après, j'ai appris, je ne m'en suis pas réjoui, qu'elle était morte d'une crise cardiaque. Oh là. Donc j'avais eu énormément de chance. Et donc j'ai recruté une fille, une femme remarquable qui travaillait chez Cartier, mais qui était une vraie pro du parfum. Et donc à ce moment-là, tout a changé. C'est-à-dire qu'on a recruté un nez, un grand nez du marché, et puis on s'est mis doucement à bâtir... À faire vous-même vos parfums plutôt qu'à les sous-traiter. Ça devait être quoi? C'était Sanofi avant qui gérait les parfums ou qui créait les parfums? Je ne saurais pas vous dire. Ouais. Et donc, si vous voulez, Hermès,
Et alors, une autre règle du groupe, c'est la très grande décentralisation. C'est-à-dire, au travers de ce que j'ai compris lors de recrutement, je suis tombé sur des gens du groupe LVMH et très souvent, le diktat vient de Bernard Arnault ou de sa fille. Il a été faire ses courses, il a une idée, vous faites ça. Et c'est pas du tout le style Hermès. Le style Hermès, c'est une fois par an, on fait venir tous les gens du monde entier, tous les patrons de boutiques, que ça vienne des États-Unis, du Japon, d'où vous voulez. Et c'est une espèce de camp du drap d'or, vous savez. Oui, Mhm. tout à fait. Et on leur soumet les collections. Et ils achètent ce qu'ils veulent. Jean-Louis Dumas et moi-même, on disait toujours, c'est pas à nous, depuis le Faubourg Saint-Honoré, de dire qu'est-ce qui va plaire à Los Angeles ou qu'est-ce qui va plaire à Osaka, vous voyez. C'est donc très décentralisé. Autre exemple de cette philosophie, quand Jean-Louis est tombé malade, moi je l'aimais beaucoup, et donc j'allais le voir tous les 15 jours à peu près sur son lit, et prendre de ses nouvelles, et puis je lui racontais ce que je faisais. Et un jour, je le vois, il était extrêmement troublé, inquiet. Il me dit, tu as fait une énorme erreur. Je dis, bon, tu as recruté un directeur de la qualité. Et je lui dis, bon, parce que c'était très protestant, c'est-à-dire pour lui, l'artisan, le gars qui fait le sac à main, il est seul face à la divinité qu'est la qualité. Et il n'y a pas besoin de curé intermédiaire. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, cette espèce de volonté de responsabiliser tous les créatifs. Et alors là, je lui ai dit, je comprends très bien ton inquiétude, mais ce n'est pas le cas. À l'époque où je dirigeais, le délai pour avoir un Kelly, un sac, était de l'ordre de 7 ans. Ce qui faisait que moi, je m'en sortais quand les copains faisaient des pressions. Je dis, écoute, achète-le. Tu promets une fille qu'elle l'aura. Entre-temps, tu auras changé de maîtresse et tu auras fait plaisir à 2 femmes. Enfin, je blague. C'est très, très amusant, ça. Et donc, ce qu'il faut voir, donc, c'est qu'un artisan qui avait un sac, et au cours du travail, le sac était écorché, lui, il le mettait immédiatement de côté. Et sa hiérarchie disait, mais non, arrête les conneries, on n'arrive pas à livrer, c'est pas grave. Et ce que j'ai expliqué à Jean-Louis, le directeur de la qualité, c'était ça devait être l'arbitre pour protéger les créatifs. Ah, d'accord. Très bien. De même que les lancements de produits, beaucoup de produits venaient de la base, c'est-à-dire il y a 300 magasins, et c'était un magasin qui, dans un coin, moi je me rappelle un jour, avait testé une robe de chambre pour petit mouflet, ça a marché, et puis on a dit, bon, on va l'étendre au reste du groupe. Et donc, c'est une vision, si vous voulez, l'article juste, intemporel et dans le coup, une descente, pas de descente hiérarchique imposée, le droit de la base à parler, à s'exprimer, enfin toute une série de règles qu'ils ont continué à appliquer et qui sont, à mon avis, le secret de leur succès. Et est-ce que justement le groupe, alors je vous demande pas de critiquer bien entendu, mais le groupe LVMH ne fait pas une erreur j'allais dire, en popularisant autant leur marque? Moi, je ne veux pas critiquer le groupe LVMH, tout dépend de leur stratégie. S'ils ont ce que je crois une stratégie de retour sur l'investissement rapide, de faire beaucoup de chiffres, c'est une stratégie intelligente. Et Hermès est une entreprise familiale qui remonte au début du 19e siècle. Et, ils sont sur la durée. Je pense que Bernard Arnault est plus sur faire vite de l'argent, développer, créer des marques. Ils sont plus dans ce que j'appellerais le mastige, c'est-à-dire le prestige destiné à la masse. Mais justement, ça ne risque-t-il pas de fatiguer la clientèle et de... Ben, on assiste à une certaine baisse des ventes actuellement. Ben oui. Mais ils ont la capacité de se renouveler, enfin, je pense. Ouais. Pour vous, y a-t-il un groupe, mis à part Hermès, que vous appréciez pour sa Ben, chez gestion? Hermès, on considérait qu'il y avait 2 affaires de luxe, mais Ah, enfin, c'est pas moi, c'était ouais. Jean-Louis Dumas qui me disait toujours ça. Il me disait, il y a nous et il y a Chanel. En Ouais. dehors de Chanel et nous, il n'y a pas de vrai groupe de luxe. C'est ce que vous C'était pensez très, très aussi? orgueilleux. Ouais. Et c'est ce que vous pensez aussi? Je le pense un petit peu. Ouais. Je suis peut-être un peu moins intransigeant que lui par nature. Mais alors justement, comment se fait-il qu'un homme qui vient de, je vais dire, de produits qui ne sont pas forcément du luxe, De la grande conso. ouais, voilà, de la grande consommation, arrive tout d'un coup chez Hermès?
puisque ce n'est pas leur philosophie, ce qu'on vient d'entendre Non, dans vos propos. non, d'abord, je pense que je suis assez adaptable. Oui, Et puis, je pense que Jean-Louis, je vais vous raconter une anecdote. Jean-Louis et moi, on était complémentaires. Le groupe avait racheté des immeubles de part et d'autre du Faubourg Saint-Honoré pour s'étendre. Et donc, il fallait réaménager le magasin. Un homme de grande consommation, je dis à Jean-Louis, tu vas mettre au fond un article d'appel, à l'époque c'est les cravates, parce que les gens vont aller, puis il te faut une tête de gondole en avant, Mhm. parce que dans les tests, dans les magasins, vous mettez 2 têtes de gondole. Une tête de gondole avec des sacs de pommes de terre bien rangés, oui, et une tête de gondole avec un sac de pommes de terre qui dégueule. oui, Eh ben, vous voyez que tous les clients vont sur le sac qui dégueule. absolument. Donc j'ai dit à Jean-Louis, il faut qu'il y ait près de l'entrée les foulards, ce qu'on appelle les carrés chez Hermès. Parce que les femmes les sortent, elles les mettent dans tous les coins, il y a un joyeux bordel, ce qui rend un peu moins raide, si je puis dire, difficile. Puis je lui dis, entre cette tête de gondole et les cravates tout au fond, tu organises un parcours qui, en fonction de la rentabilité, fait que le client est tenté et puis achète des produits rentables. Alors il me regarde l'air dégoûté et il me dit, le tiroir sent encore la lentille. Merci Jean-Louis. Et puis j'ai l'immense joie, parce que c'était mon rôle, de le voir 2 mois après, de dire à une réunion de la famille, j'ai beaucoup réfléchi, je crois qu'on va mettre les cravates au fond, on va mettre les Bah cravates. voyons, voilà. Ouais. Et donc c'est là où, si vous voulez, petit à petit, par osmose, on s'est formés mutuellement. Ouais. Et alors, donc ça, c'était votre aventure Hermès, qui a quand même donc duré assez longtemps. Et après, il y a eu votre aventure Laurent Perrier. Non, alors je suis resté dans le luxe, parce que comme DG de Danone, Oui. j'ai pris beaucoup de bonheur à être président de Pommery et Lançon. Ah, d'accord, déjà Parce que avant. j'étais patron de tous les liquides, c'est-à-dire que j'avais Oui, les bières, les eaux minérales et le champagne. Mais même les eaux minérales, c'était un peu du luxe, parce que quand on vendait aux États-Unis, on vendait une bouteille d'Évian, $2 la bouteille. oui, oui, oui. On est devenu les numéro 1 du luxe aux États-Unis avec Évian, mais c'était un positionnement de produits de luxe. Donc Lançon et Pommery, deux entreprises complètement... Et Pommery, vous avez dit? Oui, Ouais, et deux entreprises radicalement différentes. non, mais qu'on avait. Alors, là, Lançon, c'est Bruno Paillard, c'est ça? qui a été repris par Oui. Bruno. Mais vrai, je vais essayer de faire une histoire courte. Pommery et Lançon appartenaient à un homme qui était un ami, enfin qui est devenu un ami par la suite, qui s'appelait Xavier Gardinier. Oui. Les Gardiniers, c'était une grande famille qui était dans les Engrais, et Xavier avait épousé une fille de Lançon. Ah, Et donc, il s'était lancé dans le champagne. Et un jour, je vois un type un peu gros et fort, parce que chez Danone, tout l'étage, c'était au 5e étage de la rue de Terran, on était tous là au 5e étage, et je vois arriver Xavier Gardinier, que je ne connaissais pas, l'air complètement paniqué, débarquer chez Ribou et se mettant à pleurer, et disant Antoine, j'ai un drame, parce qu'il ne connaissait rien au champagne, il était arrivé avec du fric, il avait acheté plein de raisins très chers, et puis le champagne est un marché cyclique, c'est-à-dire que le champagne, c'est une courbe qui monte, et puis de temps en temps, vous montez au-dessus de la courbe, et puis il y a une crise, vous redescendez, et à ce moment-là, les prix se cassent. Et il s'est donc retrouvé avec des prix publics qui étaient bas, et des raisins qu'il avait achetés à toute vitesse chers. Et il était littéralement pris à la gorge. mhm. Et donc Antoine m'a appelé, il m'a dit, vous connaissez le luxe, on va aider Gardinier, on se lance dans le luxe. Et j'étais le seul chez Danone à connaître le luxe, à cause de ces 10 ou 15 années chez Hermès. Ou ces 10, non, ça s'est fait en 90, c'est ces 5 années où j'avais été dans le luxe. Et donc j'ai repris Pommery, on a fait un gros boulot, on a lancé Louise Pommery, qui était une cuvée spéciale. Et voilà. Et puis alors, ça a été une de mes tristesses professionnelles. Saddam Hussein a envahi l'Irak, et Antoine s'est énormément inquiété du fait qu'il risquait d'y avoir une guerre, qui a eu lieu d'ailleurs quelques mois plus tard. Et comme on était très endettés, il s'est dit qu'il y avait une guerre, il y aurait une guerre, il y aurait à ce moment-là un certain effondrement des marchés, et qu'on pourrait être opéré. Parce qu'il avait, à mon avis, un peu imprudemment acheté très cher des biscuits et des pâtes.
Donc on a eu une énorme discussion pour savoir s'il y aurait la guerre ou pas, Mhm. et qui était déterminant pour nous. Moi, j'étais en plein lancement d'Evian aux États-Unis, et c'était les Américains qui étaient la clé de savoir s'il y aurait la guerre ou pas. Et je vais donc à New York, et à New York, on était distribués, il n'y a pas moyen d'être autrement, par des mafieux et des mafieux juifs, avec tout un système où ils noyautaient tous les quartiers. Et donc, je ne vais pas noter le nom, mais je vois le chef mafieux, et je lui dis, alors ça, on était au mois d'avril, et la guerre a éclaté au mois d'août, septembre. Je dis, je vais vous dire son prénom, il s'appelait Harold. Donc, c'était un mafieux. À l'avant, quand il me prêtait, il y avait un PA qui était un pistolet automatique pour le chauffeur. Et je lui demande, il y aura la guerre. Il m'a dit, oui, on veut la guerre, on veut foutre en l'air Saddam Hussein, et nous, les Juifs, on va pousser à la guerre. Donc je suis revenu, le cœur fendu, en disant... Et le seul truc qu'on pouvait rapidement vendre, ça a été les champagnes. Pour pouvoir refaire très vite de la trésorerie et se protéger d'une... Et donc Antoine a revendu Pommery et Lançon à Bernard Arnault, lequel Bernard Arnault, c'est assez triste parce que c'est un financier, et Pommery est une des plus belles marques du marché, qui avait 500 hectares de raisins remarquables. Il a revendu Pommery aux Belges, et il a pris les hectares pour les mettre sur la marque Dom Pérignon. Donc en tant que financier, Ah, c'était une démarche très ah intelligente. oui, Et ça a tué la marque Pommery, enfin ça l'a beaucoup abîmé. ouais. Ah oui, donc ça devait être un champagne de très grande qualité avant. Oui, très. Ah oui, incroyable. Et D'accord. j'avais lancé une cuvée spéciale qu'on avait appelée Louise Pommery, qui a très bien marché. Voilà. D'accord. Ah, c'est très Ce intéressant. sont des sources d'inspiration Incroyable. inépuisables pour de futurs romans. Exactement, exactement. Oui, d'ailleurs, vos héros dans vos livres, ils boivent pas de champagne? Alors j'ai préparé un autre roman qui n'est pas encore Ah, écrit, Voilà. qui se J'arrive, passera Alice, on en y arrive. Champagne. Excellent. Ah, ça va être très bien. C'est très intéressant. Et alors, donc ça, c'était l'aventure avant, et après, il y a eu l'aventure Laurent Perrier, qui a duré un bon moment, et qui Oui. continue encore quelque part. Alors Laurent Perrier, c'est une autre histoire. Il se trouve que, pour des raisons historiques que je ne sais pas, c'était Lançon. Je crois que la marque Lançon possédait 25% des actions de Laurent Perrier. Et moi, j'ai dit à Antoine Riboud que ça n'avait pas d'intérêt pour nous, et que si nous croyons en l'entreprise individuelle, ce serait élégant de dire à Bernard de Nonancourt, qui était le charismatique patron de Laurent Perrier, de lui rendre ses actions. Et Antoine, qui m'appelait mon petit, me dit « D'accord, mon petit ». Et donc je revois, on part en hélicoptère à Épernay. C'était au mois de juillet, il faisait très très chaud, et on est reçu dans la villa des Nonancourt à Épernay, et je revois le camarade Bernard se fait servir une coupe, et à chacun remplie de glace, verse un grand coup de champagne, boit une gorgée et jette la glace dans le jardin. J'avais trouvé que c'était Incroyable. incroyable. Ouais. Et donc on lui a rendu ses actions. Il était ravi. Je garde un souvenir un peu plus mitigé parce qu'on était resté tard, et Antoine avait imposé, on était en hélico, avait imposé au chauffeur de rentrer de nuit, ce qui est très dangereux à cause des lignes à haute tension. Ben oui. On est rentré comme ça au bout. Waouh. Ouais. Et donc, j'étais donc à la retraite depuis très peu. J'avais créé mon cabinet. Quand Alexandra de Nonancourt, la fille de Bernard, est venue me trouver, en me disant que son père souhaitait me voir et voulait me prendre comme son remplaçant. Et il me reçoit et me dit « Je vieillis, il doit avoir 85 ans ou 6 ans. » Et vous étiez reconnaissant, quelque part? Oui, tout à fait. Ouais. Oui, puis je pense qu'il estimait que j'étais Vous capable étiez droit, oui. Oui, et puis ayant géré Hermès, ayant géré Pommery, Oui. a priori, je pourrais. Mm. Et donc, j'ai été président du conseil de surveillance pendant 17 ou 18 ans, jusqu'à ce que je sois atteint de l'âge de la retraite. Très élégamment, Alexandra et Stéphanie de Nonancourt m'ont nommé président d'honneur et continuent à me confier des missions. Donc, vous continuez toujours quelques missions de temps en temps de... Ouais. Plus que de temps en temps. Oui, oui, pour Laurent Perrier. Et là-bas, quelques histoires intéressantes ou anecdotes à nous raconter? Sur Laurent Perrier, non, pas particulièrement, ou alors sinon je tomberais dans du confidentiel. Oui, oui.
Et Non, alors je travaille beaucoup pour une affaire que j'aime beaucoup, qui est Honnête. Oui. Alors, c'est assez drôle de passer. Honnête, c'est le nom. Hein. Je ne veux pas dire que les autres sont malhonnêtes. C'est Non, le non, nom non, de non. l'entreprise. Qui est le leader de la propreté. Mais c'est une affaire tout à fait passionnante parce qu'ils font à la fois, je dirais, la propreté dans les hôpitaux, les écoles, les entreprises, mais ils font la propreté en milieu extrême, c'est-à-dire la décontamination de centrales nucléaires. Oula. Ils gèrent, c'est eux qui gèrent en grande partie Roissy, à la fois sur le plan de la propreté, le tri des bagages. C'est le problème des bagages, c'est un système ultra oui. complexe. Oui. Ils gèrent la grande base du shuttle entre Paris et Londres. Vous savez, Ah oui, d'accord. Ils font les problèmes de sécurité. Enfin, donc c'est un groupe avec 85 000 personnes. Et je suis au conseil de surveillance. Mais ça, c'est récent, ça. Je ne connaissais pas cette histoire. Bah, vous ne me l'avez jamais dit. Voilà. Incroyable. Je regarde des choses pour rester. C'est ce que je vois pour les prochaines émissions radio. Alors, c'est une affaire que je trouve remarquable. Oui. C'est une affaire contrôlée à 97 ou 18% par la même famille depuis 3 générations. Et des gens marseillais, foncièrement honnêtes. C'est le cas de le dire. Oui. Et j'y prends beaucoup de plaisir. Ouais. Et c'est intéressant, c'est-à-dire que vous continuez toujours, mais à chaque fois, souvent pour des entreprises familiales. Oui, j'aime beaucoup. Oui. C'est-à-dire, il y a un esprit qui est différent quand même? Moi, j'ai débuté ma carrière pendant 8 ou 10 ans chez Colgate-Palmolive. Alors là, c'est pas familial. Justement. Et alors, j'ai énormément appris chez eux. Énormément. Je leur suis très, très reconnaissant. Ils m'avaient, alors je vais être immodeste encore, ils m'avaient sélectionné comme haut potentiel et ils m'ont envoyé en formation à leur école de formation à Londres, où il y avait des moyens considérables et j'ai beaucoup appris. Mais c'était un grand groupe coté, non familial. Et moi, j'ai assisté à des choses que je n'aimais pas. C'est-à-dire que, par exemple, il y a eu à un moment donné aux États-Unis, il y a eu la réélection d'un grand patron, et on nous a dit qu'il fallait absolument que le quarterly report, vous savez, le rapport trimestriel prochain, on monte de temps les profits. Donc, il nous a dit, vous n'avez qu'à virer du personnel. Et ça ne correspond pas du tout, moi, à la vision que j'ai du business. Parce que dans une affaire de famille, vous pouvez travailler sur le long terme, accepter, si vous avez un plan intéressant, de perdre de l'argent pendant un moment ou d'en gagner moins. Alors qu'il y a un côté terriblement brutal et impersonnel dans les grands groupes anglo-saxons. Et du coup, c'est un univers qui vous a fortement déplu. Vous vous êtes dit, moi, je veux que du Non, familial. ça ne m'a pas fortement déplu, parce que je vous dis, je leur suis très reconnaissant. Ils mettaient des moyens pour former les jeunes, qu'ils considéraient un potentiel inimaginable en France. On a fait, de façon totalement artificielle, bidon, le lancement d'un soda. Oui. Donc vous voyez, moi j'avais 26 ans, 27 ans, Oui. on a fait le lancement d'un soda. Que l'on connaît aujourd'hui, donc vous pouvez citer le nom? Non, on ne l'a pas lancé. Oui. Ensuite, on a C'est-à-dire, fait... vous ne l'avez pas lancé? Non, ils ne l'ont pas lancé, c'était un cas d'école. Ah, d'accord, entendu. D'accord. Ensuite, on a créé un film publicitaire Oui. qu'on a tourné, qui est passé à la télévision, vous voyez les coups, et on est allé sur le terrain faire ce qu'ils appellent des 24 hours recall, de voir le souvenir des gens. Petit cochon rose. Non, je plaisante. Oui, là, on est dans un groupe. Oui, bien sûr, bien sûr. Et c'est inimaginable ce qu'ils pouvaient investir sur nous, si vous voulez. Et donc, c'est une école de formation dont aujourd'hui encore, moi, je garde des préceptes. Ah ben, c'est incroyable quand même d'être capable d'investir de cette façon pour uniquement la formation. La formation. Alors, on était deux Français. On était 2 Français. Il devait y avoir 2 Italiens. Enfin, on était limité. On devait être une dizaine de gens à haut potentiel. Et ensuite, ils m'ont fait faire effectivement une carrière très accélérée. Et je me suis dit, c'est vraiment un pays qu'ils iront loin parce que cette capacité d'investir sur des talents, c'est quand même formidable. Les autres personnes qui étaient avec vous, vous avez gardé leur nom, vous savez ce qu'elles sont devenues? Pas bien. Ouais. Pas bien. Il y en avait un qui est un type charmant, qui a Djoubel, mais je ne sais pas ce qu'il est devenu, qui était un HEC comme moi. Oui. Et je ne sais pas ce qu'il est devenu. Et la plupart étaient des HEC? Non. Non, on était 2 Français dans cette promotion-là. Il y avait des Italiens qui devaient devenir de la Bocconi, je pense également. C'est incroyable. Et comment est-ce qu'ils repéraient les talents? Ça, c'était la DRH des sociétés. Oui, incroyable. Ouais.
Et donc, oui, ça, c'était votre formation en quelque sorte. Oui, ça a été Oui. ma formation de base. Oui, oui. C'est fou quand même que les Français, grands dirigeants d'entreprise, finalement, ont été formés par les Américains. Qu'est-ce Oui. qui explique qu'aujourd'hui, peut-être en France, on ne crée pas, ou en tout cas, on n'a pas ce genre de dispositif pour créer, pousser les hauts profils à haut potentiel. Oui, mais ce que vous dites, c'est dans Ouais. tous les domaines. Ouais. Je veux dire Tout à fait. qu'ils matraquent les entreprises d'impôts. Or, il faudrait investir à mort Mhm. dans la recherche aujourd'hui. Mhm. Moi, quand j'étais patron dans ma branche, je consacrais 2% à la recherche, à la fois recherche technique, recherche de lancement de nouveaux produits. Je veux dire que la plupart des boîtes françaises ne peuvent pas le faire. Même chez Hermès? Chez Hermès, je vous dis, on ne lançait pas de nouveaux produits. Eh oui, Ils partaient de la base. c'est-à-dire? C'est-à-dire qu'un directeur de magasin disait Ah oui, d'accord, c'est dans ce j'ai des sens-là. robes de chambre pour adultes formidables, mais au fond, je vais essayer d'en faire une pour des gamines de 8 ans, Oui. ou des chaussures, ou des... Alors, il y a très peu de marketing. Il y a beaucoup de recherche sur les parfums, là. C'est parce qu'on est vraiment en grande conso. Oui. Mais pour le reste, c'est de la créativité, si je puis dire, à haute, comme Oui. ça. Et l'histoire de l'aventure de Petit H? Alors, je ne sais pas où ils en sont. C'est une fille remarquable de la famille qui a lancé ça. On peut peut-être expliquer, je vous laisse expliquer peut-être un petit peu le concept aux nos Le auditeurs. concept, c'était à partir de chutes. Voilà, de chutes, de verre, de foulard, de De cuir, tissu, de de ce que l'on cuir. veut, voilà. Oui, elle On avait fait crée des produits uniques, voilà, incroyables. de très beaux et très belle Oui, qualité. oui. Oui. Et ça s'écrit Petit H et on peut retrouver, vous pouvez retrouver, il y a de très jolies vitrines Oui, à la boutique de l'ancienne piscine du Lutetia. oui, c'est ça. Voilà, à côté du Lutetia. Et c'est assez incroyable, parce qu'il semblerait que ça fonctionne tout à fait. Et ça donne une autre image, je trouve, à Et l'entreprise c'était qui est avant l'heure, intéressante. l'idée de la récupération. Exactement, c'est pour ça que je voulais évoquer oui. ça avec vous. Ils ont été très précurseurs, Oui. encore une fois. Oui. C'est de la récupération avant l'heure. Joli lien avec l'interview qu'on avait juste avant, Voilà, avec les sachets de thé. voilà, absolument. Avec des sachets de thé, absolument. La boucle est bouclée, c'est le cas de le dire. Voilà. Oui. Maurice, pardon. Non, je disais qu'il y avait aussi une créativité énorme en matière de relations publiques. Ah ah. J'avais eu un différend avec Jean-Louis Dumas, parce qu'il a voulu lancer un parfum qu'on a appelé Rocabar. Alors Rocabar, ça vous dira peut-être rien, c'est cette couverture pour les chevaux orange qui est rayée de barres. Et Rocabar, alors là je ne paierai pas, mais c'était un là d'anglais, c'était The Rock a Bar. Ah, oh. Ah, d'accord. Et donc Jean-Louis dit, on va lancer un parfum qu'on appelle Rocabar. Et il a une idée complètement orgueilleuse et un peu, que je qualifierais d'irréaliste. Il dit, j'en ai assez de ces grandes centrales de négociation, on va vendre ce produit dans nos magasins. Moi, je lui dis, Jean-Louis, ce sera un échec. Tu vas faire comme Old England, c'est le parfum qui est sous le comptoir, mais tu ne seras pas un produit de grande consommation. Alors, on se brouille pendant 6 mois, il lance le produit quand même, et il y a une énorme opération de relations publiques. Comme il voulait être sûr que ça marche parce que je l'avais vexé, on fait le lancement à Moscou. Et alors, il y avait des journalistes invités du Canada, des États-Unis, du Japon, enfin c'était merveilleux. Le premier soir, on fait un truc assez banal. Il y avait un grand dîner dans l'hôtel Yusupov. Et puis le lendemain, on nous fait lever à 7 heures. Il faisait moins 28. C'était au mois de février. On monte dans des cars et on s'enfonce dans la taïga. On roule, on roule. Wow. Et au bout de 2 heures de route, on s'arrête dans une clairière. Et là, on nous donne des bottes en feutre. Ah. Et on monte dans des traîneaux tirés par des chevaux avec clochettes. Alors, et on s'enfonce dans la neige. Enfin, et on arrive dans une clairière où il y avait une Iba du style XVIe siècle. J'ai appris par la suite qu'elle avait été montée toute pièce par Hermès. Wow. Et moment merveilleux. Alors là, Jean-Louis était le roi, il adorait, il fait un discours somptueux. Et puis il y avait un buffet qui, par moins 28, était dehors. Et il y avait d'énormes braseros, et la seule boisson, c'était de la vodka. Alors, il y avait nos femmes, ma femme était avec moi. Je me laisse quand même assez aller sur la vodka, l'euphorie du moment. Et puis j'étais, à bout d'un moment, si vous me permettez l'expression, j'étais complètement pété. Et à ce moment-là, pendant qu'on buvait et autres, il y avait des Cosaques qui passaient à cheval. En Algérie, pendant un long moment, j'avais été officier monté avec une harka à cheval.
j'arrête un Cosaque, je lui dis, passe-moi ton cheval, il me passe le cheval, et j'essaye de monter. Et à ce moment-là, ma femme, mes collaborateurs me diraient tous, tu es fou, tu vas te tuer. Ils me prennent, et je me suis réveillé, me mettent dans un traîneau, et je me suis réveillé le lendemain matin. Extraordinaire. C'est vous dire les fêtes qu'on faisait. Ça, c'est des grands L'histoire est souvenirs amusante. d'Hermès. Et ça, c'était il y a longtemps, alors? Ça devait être dans les années, puisque Jean-Louis était encore dans les années 95, dans Ouais, ce là extraordinaire. Ouais. Et donc, tout était destiné à vous plonger dans un autre Oui, univers, en quelque sorte. d'un autre univers des paysans. Extraordinaire, Et c'est sûr qu'un journaliste qui arrive du Japon, par exemple, bien sûr. ou du fin fond, du trou du cul du Canada, Ouais, qui vit un truc pareil, enfin, il en sort les yeux éblouis. ouais. Et ça, c'était Jean-Louis, cette espèce de capacité à créer, à imaginer. Et cette maison, c'était une maison très traditionnelle en bois qui avait Oui, été c'était créée. une maison en bois traditionnelle, une isba, pas très Ah grande oui, d'ailleurs, ouais. mais ravissante. Moi, j'étais sûr que c'était une isba du XVIe siècle. Extraordinaire. Ah, ça, c'est magnifique. Puis ça correspond à l'image, en plus, Oui, quelque oui. part. Ouais. Ah, c'est très joli. Alors, mon cher Maurice, nous allons devoir malheureusement nous quitter. Je voudrais rappeler quand même... C'est comme on chantait au scout, ce n'est qu'un au revoir, mon frère. Eh bien, absolument, parce que nous avons compris qu'il y avait un roman de toute façon à suivre, voilà, qui va être absolument passionnant et historique, vraiment pleinement historique. Maurice de Kervé-Noël, Ouria d'une rive à l'autre, Ouria, H-O-U-R-I-A, aux éditions L'Archipel, qui vous est toujours aussi fidèle. Toujours. Voilà, et c'est, nous disions, le 18e, c'est ça, si j'ai bien compté, Voilà. Alice? Ça fait rare, oui. Voilà. Et Donc, il sera en librairie le 8 janvier. le 8 janvier, eh bien écoutez, c'est parfait puisque cette émission, chers auditeurs, est une émission enregistrée qui passera donc, cher Maurice, le 30. Donc vous avez juste quelques jours à attendre. Et donc le 8 janvier, vous pourrez déjà avoir ce livre de Maurice de Kervé-Noël, Kervénoael, Ouria d'une rive à l'autre, aux éditions L'Archipel. Encore un très beau roman de Maurice de Kervé-Noël. Vous avez vu, en plus, chers auditeurs, que c'est un conteur remarquable. Merci beaucoup, Alice. Merci beaucoup, Laurent. Merci beaucoup, chers auditeurs. Et merci beaucoup merci, à la cher technique. Laurent. À très bientôt, cher Maurice. Merci.